Dégage, pauvre fille. On n'a pas besoin d'une moins que rien sans diplôme pour souiller cette famille. Voilà ce que mon père a hurlé, les veines du cou saillantes, la voix brisée par la fureur, pointant la porte comme si j'étais un déchet toxique. Ma mère se tenait derrière lui, les bras croisés, hochant la tête au rythme de sa rage. Aucune hésitation dans son regard, aucun remords dans sa posture. Je m'appelle Célia, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas argumenté. J'ai simplement ajusté mon manteau, jeté un dernier regard sur les tours de la Défense, à travers leurs immenses baies vitrées, et je me suis dirigée vers l'ascenseur. L'effondrement structurel de ma famille était enfin complet. Et pour la première fois, ce n'était pas à moi de colmater les brèches. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Le vent qui s'engouffre sur le parvis de la Défense ne fait pas que mordre. Il juge. Il arrache les faux-semblants et la politesse, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité crue et glaciale. En posant le pied sur le trottoir au pied du penthouse, l'air m'a frappé au visage comme une réprimande physique, mais je n'ai pas remonté mon col. Je voulais le sentir. Je voulais que l'extérieur s'aligne sur la température de mon sang. Je suis restée là un instant, regardant mon souffle se figer dans l'air, le fantôme d'une fille qu'il pensait pouvoir simplement supprimer. La voix de mon père résonnait encore, ce tranchant méprisant qui avait finalement coupé le dernier fil de ma loyauté. Moins que rien sans diplôme. Un choix de mots fascinant pour un homme dont l'entreprise reposait sur mes contributions silencieuses depuis 3 ans. J'ai levé les yeux vers la tour de verre, vers la lumière chaude et dorée qui s'échappait de leur salon, et j'ai ressenti un détachement clinique étrange. En architecture, on parle de l'empreinte carbone d'un bâtiment, le coût caché de son existence sur l'environnement. Planté là dans le gel parisien, j'ai réalisé que l'empreinte carbone que ma famille avait laissée sur mon âme était catastrophique. J'ai sorti mon téléphone. Il était 23h58. Je n'ai pas ouvert mes messages pour voir si ma mère avait envoyé des excuses timides, ni vérifié si j'avais un appel manqué de ma sœur Chloé. L'émotion n'est qu'une donnée corrompue dans une analyse structurelle, et j'avais fini d'être le pilier qui soutenait leurs illusions. J'ai ouvert le portail administrateur d'Apex Durable. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran une fraction de seconde, non par hésitation, mais pour savourer l'instant. En 3 pressions précises, j'ai révoqué tous les accès biométriques et cloud au serveur prototype. J'ai regardé les petites icônes passer du vert au rouge. En un instant, les algorithmes haute performance que j'avais passé des années à perfectionner ceux-là, même que mon père comptait utiliser pour sauver sa firme en faillite, sont devenus un coffre-fort impénétrable. Ils avaient les plans, mais j'avais les clés de la salle des machines. J'ai appuyé sur le bouton de confirmation finale à minuit pile. Le silence qui a suivi était magnifique. Je pouvais presque entendre les bips frénétiques qui allaient bientôt résonner dans leur bureau, quand les serveurs réaliseraient que l'architecte était parti. Je me suis détournée de la tour, et j'ai marché vers la station de métro. Chaque pas semblait plus léger, comme si je me délestais d'un poids structurel qui menaçait d'effondrer ma propre ossature depuis 27 ans. Tout est resté silencieux pendant 5 jours, mais dans ma tête, leurs mots résonnaient comme une vibration structurelle refusant de se stabiliser. Quand j'ai atterri à Nice, la glace de Paris avait fondu sur ma peau, mais la clarté demeurait. J'ai conduit le long de la corniche, alors que le soleil commençait à plonger. Je me suis engagée dans l'allée cachée de ma propriété à Saint-Jean-Cap-Ferrat, une structure de verre et de béton en porte, à faux, qui semblait défier la gravité, suspendue au-dessus de la falaise. Ce n'était pas juste une maison, c'était 80 millions d'euros de preuves que mon père avait tort sur toute la ligne. Il me disait toujours que les femmes en architecture n'étaient que des décoratrices, faites pour choisir le papier peint en soie et rester loin du chantier. Il ne pensait pas que j'avais l'estomac pour les maths, le cran pour les algorithmes ou la vision pour monter les murs moi-même. Debout sur mon balcon, écoutant le rugissement rythmé de la Méditerranée, j'ai regardé mes mains. Elles étaient propres maintenant, mais elles connaissaient le poids du vrai travail. J'avais bâti Apex Durable depuis un ordinateur portable pendant qu'il dormait, créant les cadres neutres en carbone que les plus grands promoteurs du monde s'arrachaient désormais. Je suis entrée dans mon bureau et j'ai ouvert un petit coffre en bois usé. À l'intérieur se trouvaient les outils de mon grand-père, ses vieux ciseaux à bois et une lourde équerre en acier. Il était le seul à comprendre qu'une maison ne vaut que par l'honnêteté de ses joints. Il m'avait dit avant de mourir que certaines personnes ne voient dans un arbre que le bois qu'elles peuvent brûler, et il avait raison. Ma famille me brûlait depuis des années pour garder leur propre foyer au chaud. Pendant 3 ans, j'avais été la fondation silencieuse de leur empire en ruine.
Pendant qu'il riait de mes projets au dîner, je virais discrètement 12 millions d'euros au fisc pour couvrir les impôts fonciers qu'ils étaient trop arrogants pour gérer. C'était moi qui réglais la note du train de vie à 15 000 euros par mois, de Chloé ses sacs de créateurs, ses vols privés, son sentiment creux de supériorité. J'avais été l'investisseur invisible dans une famille qui me traitait comme une dépense qu'ils ne pouvaient pas se permettre. C'est une sensation étrange de réaliser que votre compassion est un luxe qu'ils ont mis à découvert depuis des décennies. J'étais restée parce que je pensais qu'une fondation devait être invisible, mais j'avais oublié qu'une fondation doit aussi être assez forte pour tenir seule. J'ai regardé la mer, vaste et indifférente. Mon père pensait m'avoir jetée aux ordures, mais il m'avait en réalité libérée du fardeau de porter des gens qui haïssaient le sol même que je leur fournissais. Puis le bruit a commencé. Pas directement d'eux, pas au début. C'est venu par les coulisses du tout Paris, les mondains et les promoteurs qui se nourrissent de l'odeur d'un scandale frais. Ma mère, Béatrice, maniait le téléphone comme un chef d'orchestre, tissant une histoire selon laquelle j'étais instable, que j'avais fait une dépression nerveuse, et que je vivais désormais au crochet d'un mystérieux bienfaiteur sur la Côte d'Azur. Ils n'essayaient pas seulement de me blesser. Ils essayaient de démolir ma crédibilité professionnelle, avant même que je puisse installer ma propre table à dessin. Voilà à quoi ressemble une dynamique familiale toxique, ce n'est pas une explosion unique, mais une série de démolitions au ralenti, conçues pour vous garder petite. Ils ne voulaient pas que je réussisse. Ils voulaient que je sois une leçon d'humilité, racontée autour d'un martini au yacht club. Le 6e jour, la première frappe directe est arrivée. Un SMS de mon père, Charles-Henri, à 22h34. Court, froid et totalement délirant. Célia, puisque tu as décidé d'abandonner tes responsabilités, nous exigeons le retour immédiat de tout le matériel de l'entreprise, y compris l'ordinateur portable fourni pour tes projets. Nous ne permettons pas aux incompétentes de polluer notre marque avec du matériel volé. Retourne-le avant vendredi, où nous impliquerons les avocats. J'ai regardé l'écran, et pendant une seconde, j'ai failli rire. L'ordinateur auquel il faisait référence était une machine vieille de 4 ans qui prenait la poussière dans mon garde-meuble à Paris. Je n'avais pas utilisé leur matériel pour mon architecture depuis mes 23 ans. Chaque ligne de code, chaque algorithme durable, chaque plan de 60 étages que j'avais conçu reposait sur un serveur en Suisse qui m'appartenait personnellement. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas souligné que l'ordinateur valait moins que les chaussures que je portais. Au lieu de cela, j'ai vu son message comme une donnée. Charles-Henri n'agissait pas par force. Il agissait par un besoin désespéré de récupérer un sentiment de pouvoir qu'il avait déjà perdu. Ce n'était pas une dispute familiale. C'était une campagne de manipulation mentale. J'ai commencé à creuser. Je n'ai pas appelé ma mère pour pleurer. Et je n'ai pas demandé à Chloé pourquoi elle liquait les menaces de mon père. J'ai appelé un vieux contact. Dans un cabinet d'audit à Paris, en 2 heures, j'avais le vrai plan. Mes parents n'étaient pas juste en colère. Ils se noyaient. Leur cabinet avait 6 mois de retard sur le loyer du penthouse. La retraite dorée dont ils se vantaient était un château de cartes bâti sur une pyramide de Ponzi qui venait d'être exposée. Ils me mettaient à la porte parce qu'ils avaient besoin d'un coupable pour l'effondrement qu'ils avaient causé. S'ils pouvaient convaincre le monde que j'étais l'incapable qui les avait trahis, ils pouvaient garder leur fierté pendant que la banque saisissait leurs meubles. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils m'avaient fait. Ils étaient choqués que j'ai enfin cessé d'être le pilier silencieux soutenant leur toit en ruine. La combine de Ponzi ne s'est pas juste brisée. Elle a explosé. 2 semaines après m'avoir traité de déchet, les gros titres du foie Figaro Foie ont commencé à démanteler la seule chose que mes parents aimaient vraiment, leur réputation. Soudain, la moins que rien qu'ils avaient jetée était la seule personne sur Terre avec les liquidités pour leur éviter un hébergement d'urgence de l'État. J'étais dans ma cuisine face à la mer, regardant la marée descendre quand l'interphone de sécurité a bourdonné. Marc, mon chef de la sécurité, a parlé dans le récepteur. Célia, il y a un couple à l'entrée principale, un certain Charles-Henri et une Béatrice. Ils disent que c'est une urgence. Ils disent qu'ils sont de la famille. J'ai regardé l'écran. Ils se tenaient sous le soleil impitoyable du sud, l'air fragile et déplacé contre les lignes modernes de ma propriété. Mon père ne hurlait plus. Ses épaules étaient affaissées. Ma mère agrippait son sac de luxe comme si c'était un radeau de sauvetage. Bien que je sache que les comptes associés étaient probablement gelés, je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti la même curiosité détachée que lorsque j'étudie un bâtiment construit sur du sable qui commence enfin à pencher. J'ai réalisé alors que j'assistais à l'illusion de pouvoir d'un portefeuille vide. Toute ma vie, ils avaient marché dans le monde avec une autorité imméritée,
croyant que leur richesse leur donnait le droit de définir la valeur de chacun autour d'eux. Mais, en les regardant mendier l'entrée à travers l'objectif d'une caméra, j'ai vu l'échec catastrophique de leur architecture personnelle. Ils avaient passé 40 ans à confondre ce qu'ils avaient avec ce qu'ils étaient. C'est le piège psychologique de l'élite sans substance interne. Tout leur sens du soi était une coquille de luxe qu'ils louaient avec leur argent. Pour Charles-Henri et Béatrice, être parent n'était pas un rôle défini par l'amour. C'était une position de pouvoir. Maintenant que l'argent s'était évaporé, ils n'avaient plus aucune valeur interne sur laquelle s'appuyer. Ils n'étaient pas juste pauvres. Ils étaient vides. Je n'ai pas ouvert le portail pour entendre leurs excuses ou leur découverte soudaine des valeurs familiales. Ne les laisse pas entrer, ai-je dit, ma voix aussi stable qu'un mur porteur, mais donne-leur ce dossier. Dis-leur que ce sont mes tarifs de consultation professionnelle. S'ils veulent discuter d'une restructuration financière de leur vie, ils peuvent prendre rendez-vous via mon cabinet. Affaire. Uniquement. Marc a marché jusqu'au portail et a tendu à mon père la lourde enveloppe ivoire. J'ai regardé sur le moniteur Charles-Henri l'ouvrir, ses yeux scannant les chiffres, les 3 000 € d'honoraires horaires et l'absence absolue de chaleur. Il a levé les yeux vers la maison, vers les murs de verre qui reflétaient l'océan, au lieu de le laisser voir à l'intérieur. Il a enfin compris que la porte n'était pas juste verrouillée. Le seuil avait été supprimé. Je me suis rassise et j'ai fini mon café. Je n'étais pas cruelle. J'étais claire. Il m'avait appris il y a longtemps que lorsqu'on n'est pas respecté comme une fille, on n'offre pas d'amour comme tel. On offre un contrat. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était un audit de leurs âmes. Et le solde était nul. J'ai passé les 72 heures suivantes dans mon bureau avec Juliette, ma directrice juridique. Nous ne cherchions pas seulement des excuses. Nous menions un audit forensique complet sur les ruines de l'entreprise familiale. Quand vous arrêtez de regarder à travers le prisme de la trahison pour regarder à travers celui de la responsabilité civile, l'image change. Juliette était assise en face de moi, l'écran de son ordinateur se reflétant dans ses lunettes comme une autopsie numérique. « Célia », dit-elle, sa voix tombant dans ce ton létal qu'elle utilise juste avant de déposer une plainte. J'ai trouvé la signature sur le contrat Urbania. Urbania était le plus gros concurrent de mon père. Le contrat que Juliette a sorti était une vente de propriété intellectuelle. Mon père et Chloé avaient vendu 3 de mes premiers cadres de conception durable, les algorithmes fondateurs d'Apex Durable à Urbania, pour 350 000 €. La date sur le contrat était exactement 3 semaines après qu'il se soit tenu dans ce penthouse parisien pour me traiter de moins que rien. Ils ne m'avaient pas seulement mise à la porte. Ils avaient essayé de m'écorcher vive pour payer leur propre survie. J'ai zoomé sur la ligne de signature. Il y avait mon nom, écrit dans une cursive qui ressemblait presque exactement à la mienne. Mais l'inclinaison était décalée de 5 degrés. C'était une discordance de signature. Chloé avait toujours été douée pour l'imitation, mais elle ne comprenait pas que l'architecture est une question de précision du trait. Elle avait falsifié mon nom sur un document qui vendait essentiellement mon âme au plus offrant. C'était le tournant criminel. Le coup de grâce qui supprimait tout chemin restant vers la rédemption pour ces vilains. Ils n'étaient pas juste ingrats. Ils étaient des criminels. Aux yeux de la loi, il ne s'agissait pas d'une fille qui ne s'intégrait pas. Il s'agissait de faux et usage de faux et de vol de secrets industriels. J'ai regardé la signature falsifiée et j'ai ressenti une résonance froide et tranchante. C'était comme trouver une micro-fissure dans une poutre en acier. Une fois qu'on la voit, on sait que tout le bâtiment est un piège mortel. Juliette m'a demandé si je voulais les appeler. Je n'ai répondu à aucun des 16 appels manqués sur mon téléphone. Je n'ai pas demandé pourquoi. En forgeant mon nom, ils n'avaient pas juste volé mon travail. J'ai dit à Juliette de préparer la mise en demeure formelle. Ce n'était plus une affaire de famille. J'étais l'architecte qui s'apprêtait à leur montrer exactement ce qui arrive quand on essaie de bâtir une vie sur des fondations de mensonges. L'audience s'est tenue dans une salle de conférence stérile et moderne. J'étais assise devant, portant un tailleur qui coûtait plus cher que le premier bureau de mon père. En face de moi, Charles-Henri, Béatrice et Chloé étaient assis, serrés les uns contre les autres. Ils ne me regardaient pas. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas parlé de la nuit où ils m'ont mise dehors. J'ai parlé de supports structurels. J'ai étalé les grands livres comptables pour 15 millions d'euros. J'ai montré au tribunal chaque facture fiscale que j'avais payée, chaque échéance de prêt que j'avais couverte pour le penthouse où ils se tenaient pendant qu'ils me reniaient. Je ne témoignais pas en tant que fille. J'étais l'auditrice de leur tromperie.
La salle était silencieuse alors que le juge tournait les pages, le poids de ma réussite remplissant l'air comme une pression physique. Puis vint la falsification. J'ai présenté le contrat Urbania. J'ai regardé Chloé se ratatiner sur sa chaise, alors que le rapport d'expert était lu à haute voix, la signature qui n'était pas la mienne, et le vol des algorithmes qui alimentent désormais tout le sud-est de la France. Et puis, c'est arrivé. L'autodestruction publique. Mon père s'est levé, le visage virant au pourpre, et a hurlé que je n'étais rien sans eux, que je leur devais la vie. Il a admis le vol juste là, devant le greffier, clamant que c'était son droit en tant qu'homme qui m'avait élevé. Il ne réalisait pas qu'il n'était plus dans son salon. Il était dans une cage de sa propre fabrication, alors qu'ils étaient emmenés pour faire face aux charges criminelles qui allaient définir le reste de leur vie. Je n'ai ressenti aucune montée d'adrénaline. C'est à ce moment que j'ai réalisé la différence entre la justice punitive et la justice fertile. La vengeance est une structure qui ne regarde qu'en arrière, mais la vraie justice construit vers le soleil. Je ne voulais pas de leur ruine, je voulais une nouvelle forêt. J'ai utilisé le produit de la vente de leurs actifs saisis pour créer la Bourse Avenir Urbain, un fonds pour les femmes brillantes et ignorées, à qui l'on a dit qu'elles n'avaient pas leur place à la table. Ma victoire n'était pas dans leur effondrement, mais dans la création d'un chemin pour celles qui me suivraient. Je suis de retour sur la Côte d'Azur maintenant, debout sur la terrasse alors que la lune attire la Méditerranée vers le rivage. Le silence ne fait plus mal. Il chante. Certaines familles sont assignées par le sang, mais les vraies sont bâties sur le respect, la vérité, et par les gens qui applaudissent quand vous vous élevez. J'ai dépassé la pièce qu'il disait que je ne quitterais jamais. La solitude, c'est vivre dans une maison où votre voix ne compte pas. La paix, c'est se réveiller dans un foyer bâti de vos propres mains, où chaque coin murmure que c'est vous qui l'avez fait. Ils m'ont mise dehors en pensant me briser, mais ils m'ont en fait libérée. Et en regardant les vagues, je sais que la fille qu'ils ont rejetée comme un échec s'est avérée être l'architecte de tout ce dont ils avaient besoin et de tout ce qu'ils n'auront plus jamais. Si on vous a déjà dit que votre chemin était une erreur pour ensuite construire un chef-d'œuvre, partagez ceci. Prouvons que l'architecte de votre propre vie est la seule opinion qui compte. Abonnez-vous pour la suite.